Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des projets les plus fous, les plus ambitieux de Sigmund Freud, sa tentative de dessiner une véritable carte des territoires cachés de notre esprit. Un projet qu'il a lui-même baptisé la métapsychologie. C'est un sacré voyage alors, c'est parti. On commence fort avec cette citation un peu étrange de Freud lui-même. Il compare son travail le plus théorique à de la sorcellerie, une sorcière. Pourquoi une métaphore aussi surprenante? Eh bien, c'est parce qu'il savait qu'il s'aventurait sur un terrain totalement inconnu, un monde au-delà du visible, un monde qu'il fallait en quelque sorte déchiffrer. Le mot lui-même nous donne déjà un indice énorme. Méta, en grec, ça veut dire au-delà. Donc, la métapsychologie, c'est tout simplement la psychologie de ce qui se passe au-delà de notre conscience. Et c'est précisément là que notre exploration va nous mener, juste sous la surface de nos pensées quotidiennes. Bon, revenons à cette histoire de sorcière. Pourquoi un mot si fort? En fait, pour Freud, c'était une façon d'admettre qu'il devait spéculer, qu'il devait théoriser, et même, je cite, fantasmer un peu pour avancer. Il devait dépasser les faits qu'on peut observer directement pour entrer dans le domaine de la théorie pure, là où les preuves manquent. Et ce qui est vraiment touchant, c'est de voir à quel point ce projet était personnel pour lui. Il ne l'appelait pas juste un projet, mais son enfant idéal, l'enfant de mes peines. Ça nous dit tout sur l'intensité, sur la difficulté qu'il a eu à mettre au monde ses idées. Ce n'était pas juste un travail académique, c'était une véritable création née de la douleur et d'un désir profond. Ok, avant de regarder la carte de l'esprit que Freud nous a dessinée, il faut se poser une question simple. Qu'est-ce qui fait tourner la machine? Quel est le carburant de tout cet appareil psychique? La réponse de Freud tient en un seul concept, un concept absolument central, la pulsion. Attention, une pulsion, ce n'est pas juste un besoin qui passe. Non, Freud la voit comme une poussée, une force constante qui vient de l'intérieur de notre organisme. Prenez la faim par exemple. Ce n'est pas qu'une sensation, c'est une force qui exige, qui demande une satisfaction. Et c'est cette énergie-là qui met en mouvement toute notre vie mentale. La différence est vraiment bien illustrée ici. Un stimulus qui vient de l'extérieur, disons une lumière trop forte, la solution est facile. On se détourne, on ferme les yeux. On peut y échapper. Mais une pulsion, la faim, le désir, ça vient de l'intérieur. Impossible de fuir. Ça exige des actions bien plus complexes pour être satisfait. Et c'est ça le point crucial. Pour Freud, ce sont ces pulsions et pas les stimuli externes qui ont forcé notre esprit à devenir si complexe. Maintenant qu'on a le moteur, on peut enfin regarder la carte. Freud propose ce qu'il appelle une première topique de l'appareil psychique. Topique, ça veut dire une description en termes de lieu, une sorte de géographie de l'esprit, avec ses différentes régions et même ses frontières. Alors, la première région, c'est la plus simple, celle qu'on connaît tous, le système conscient. C'est tout ce qui nous traverse l'esprit à un instant donné. On peut le voir comme la toute petite pointe visible de l'iceberg. Juste en dessous, on trouve le préconscient. C'est un peu comme une salle d'attente pour la conscience. Il y a là-dedans plein de pensées, de souvenirs qui ne sont pas actifs en ce moment, mais qui sont tout à fait accessibles. Il suffit d'un petit effort pour les faire remonter. Et entre cette zone et la suivante, il y a un gardien, un vrai videur, qu'on appelle la censure. Son boulot, c'est de faire le tri. Il utilise un mécanisme bien précis, le refoulement, pour repousser et maintenir loin de la conscience toutes les idées qui pourraient être un peu trop dérangeantes. Et on arrive enfin au fameux territoire de la sorcière, l'inconscient. C'est de loin la plus grande région de notre esprit, et elle est incroyablement active. C'est là que vivent toutes nos idées refoulées, inaccessibles directement, mais qui, dans l'ombre, tirent les ficelles de beaucoup de nos actions et de nos pensées. Un point super important à clarifier, Freud insiste bien là-dessus. Sa carte est psychique, elle n'est pas anatomique. Ça veut dire que l'inconscient n'est pas dans une partie spécifique du cerveau et le conscient dans une autre. Non, il s'agit de lieux psychiques, de systèmes qui fonctionnent ensemble, pas de zones physiques. Ok, on a la carte. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment elle fonctionne en vrai, dans la pratique. Et pour ça, Freud nous donne une analyse absolument géniale de la façon dont l'inconscient gère la perte d'une personne qu'on aime. Il va faire une distinction capitale entre le deuil, qui est une réaction saine, normale, face à une perte, et la mélancolie, qui est une pathologie, ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui une dépression majeure. Et pour Freud, toute la différence entre les deux se joue au niveau de l'inconscient, sur la carte qu'on vient de découvrir ensemble. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le glissement qui se produit. Dans un deuil normal, le processus est conscient. On sait qu'il y en a perdu, on est triste, et c'est le monde autour qui semble vide et sans intérêt. Dans la mélancolie, tout est inconscient. La personne ne sait même pas toujours ce qu'elle a vraiment perdu. Et le sentiment de vide, il ne concerne plus le monde, il concerne le moi. La tristesse, elle, se transforme en autocritique terrible. Et là, attention, c'est la clé de toute l'énigme. Leurs plaintes sont des plaintes contre. C'est un jeu de mots qui marche très bien en allemand, Klagen sind Anklagen. En gros, qu'est-ce que ça veut dire?
que tous les reproches que la personne mélancolique se fait à elle-même ne sont pas vraiment dirigés contre elle. En réalité, ce sont des accusations inconscientes, des reproches qui étaient à l'origine destinés à la personne aimée et perdue, mais qui se sont retournés contre le moi du patient. C'est un mécanisme fou. C'est comme si inconsciemment on devenait la personne qu'on a perdue pour pouvoir la détester en soi-même. Pour finir, prenons juste un instant pour mesurer l'impact de tout ça. Parce que même si ce projet est resté inachevé, son influence a été absolument colossale. Et elle résonne encore très fort aujourd'hui. Il faut imaginer le contexte. Freud écrit ses textes fondateurs entre 1915 et 1917. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Le monde extérieur est un chaos total, et lui, il se tourne vers l'intérieur pour essayer de cartographier le chaos de l'esprit humain. À l'origine, son projet devait compter 12 essais, mais seuls 5 nous sont parvenus. C'est un peu comme une cathédrale inachevée. Et pourtant, même ses fondations ont suffi à poser les bases de toute la psychanalyse qui allait suivre. Et l'héritage est juste immense. Des penseurs majeurs du XXe siècle, comme Mélanie Klein ou Jacques Lacan, ont tous les deux dit que leurs concepts les plus importants venaient directement de ces textes. L'idée même de relation d'objet, qui est devenue centrale ensuite, est née ici. On voit bien que l'écho de la sorcière métapsychologie est loin d'être éteint. En fin de compte, ce que Freud a fait, c'est initier un grand voyage d'exploration. Il nous a laissé une première carte, sans doute imparfaite, de notre propre monde intérieur, un monde complexe, animé par des forces profondes, partagé entre ce qu'on voit et ce qui est caché. Et la question qui reste, plus d'un siècle après, c'est quels sont les continents de notre propre esprit qui sont encore aujourd'hui des terres totalement inconnues ?